This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Salam alaikum à tous et à toutes, enfin à tous pour ceux qui vont parler. Je suis donc là il y a encore personne pour l'instant. Ce que je fais, c'est que j'anime un space concernant les élections législatives et toute l'escroquerie qu'il y a autour. Ce qui pour moi sont des énormes impasses économiques qui ne servent strictement à rien. Moi, j'aimerais bien faire part de ma pensée, et si certaines personnes ne sont pas d'accord, ben, qu'ils l'expriment par après. Je les laisse exprimer après qu'ils se sont levés la main. À savoir que ce space est enregistré, enfin, parce que j'ai des amis à moi, j'ai beaucoup de personnes que je connais qui voulaient participer aussi, mais qui n'ont pas le temps à cause de leur travail, à cause de leurs occupations, à cause de leurs obligations. Ce qui se passe, c'est que forcément, j'aimerais bien les faire profiter par après de tout ce que j'ai envie de dire ici. Et, euh, c'est très simple à comprendre, c'est que moi, j'estime que ce soit un candidat ou l'autre, il n'y en a pas un seul qui a un programme qui pour moi est véritablement sérieux. Je ne l'ai pas partagé ici, je l'ai mis sur mon Facebook, donc Hicham Mouaja. C'est pour le market, c'est juste mon surnom. Le vrai nom à côté de l'arroba, c'est Hicham Mouaja. Vous avez mon Facebook. Vous pouvez voir tout ce que j'ai partagé, tout ce que j'ai publié. J'avais publié les photos des campagnes des législatives avec lesquelles j'ai mis tout en fluo, les détails intéressants. Et j'ai fait des annotations à côté de ces programmes dans lesquels j'ai stipulé que c'était légalement impossible au vu des directives européennes qui nous sont imposées. Premier lieu, je pense, comme je l'ai dit au menu, le premier lieu, c'est que moi, j'ai un slogan qui est toujours religion d'abord, l'argent ensuite. Donc, en second plan, c'est l'argent parce que c'est quand même quelque chose qui nous permet de vivre, de se nourrir. Au niveau utilitaire, c'est quelque chose dont on a besoin. Mais en premier lieu, c'est bien évidemment la religion. Le premier titre que je mettrai, c'est concernant l'escroquerie de la démocratie. Moi, je parle de pourquoi est-ce que la démocratie, bien évidemment, pour moi, et même dans la logique des faits, c'est incompatible avec notre religion. Alors, moi, je donne ici mon avis personnel. Bien avant qu'on m'ait enseigné le fait que la démocratie est incompatible avec l'islam, déjà, moi, je trouvais que la démocratie, c'était quelque chose dont je n'arrivais pas à comprendre. Je rappelle quand même que la démocratie, le vrai problème numéro un de ce que je pense, c'est que on va faire une loi relative à la médecine, par exemple. On va faire une loi de comment on va encadrer les médecins, de comment doivent être formés les médecins, voilà, de comment doivent être gérés les hôpitaux. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à tout le monde comment doivent être gérés les hôpitaux, sauf que tout le monde n'est pas médecin. On peut pas demander à un mécanicien euh, qu'on- quel est le budget pour gérer un hôpital par rapport au bloc opératoire, par rapport au matériel à acheter. Pourquoi? Parce qu'un mécanicien n'est pas compétent là-dessus. On ne peut pas demander à un médecin non plus le budget au niveau de l'agriculture, de comment on gère les répartitions des hectares, de comment on gère les périodes de semis, parce que tout ça, c'est réglementé aussi, hein, les périodes de semis, les périodes de fauchage. Moi, je pense que le mieux, c'est qu'on demande à des personnes compétentes. On ne peut pas s'amuser comme ça à demander à tout le monde. On légifère moi, je parle déjà en dehors de la religion, certes, mais je montre déjà les escroqueries de base au niveau de l'humanité entière de ce qu'est la démocratie. On laisse n'importe qui parler. Les gens qui votent, moi, je vous le dis tout de suite, trois quarts ne connaissent même pas le programme de leur parti. Ils votent pas pour des partis, ils votent pour des personnes, pour des personnalités. Or, ces personnes, quand ils se font de la politique, ils mettent pas leur personnalité, ils mettent l'agenda qu'on leur a imposé. Ensuite, par rapport à la démocratie, je trouve que la démocratie, elle a été divisée. Elle a été divisée en partis politiques, parce que moi, je trouve ça une hérésie totale. Ça divise les gens. Les gens font des camps entre eux, des hasbiyas, quoi, des tribalismes politiques. Ce que moi, j'appelle du tribalisme politique, c'est la gauche, la droite, le centre, la défense, le but, l'arbitre. Voilà, c'est devenu du n'importe quoi. C'est un tel est de gauche, moi je suis de droite. À savoir que quand on rejoint un parti, on est obligé d'embrasser toutes les idées du parti. Je conseille à tous de lire un livre
qui est le livre de Simone Veil, le Note sur la suppression générale des partis politiques, où elle-même, qui n'est pas musulmane, je le rappelle, hein, qui était une juive convertie au catholicisme, humaniste aussi d'ailleurs, qui elle-même avait compris l'arnaque de tous les partis politiques, de tous les syndicats. Moi, je vous le dis tout de suite, ces choses-là ne servent strictement à rien. Elle-même, elle explique. Elle avait, selon ses propos, elle avait même créé cette expression-là, c'était des systèmes de passion collective. Dans un parti politique, les gens, ils sont soumis aux mêmes passions, aux passions de ce que le parti représente, en particulier de ce que les cadres représentent. Mais les cadres de ce parti eux-mêmes sont soumis à des entités supérieures qu'on appelle les finances. Pourquoi? Parce qu'un parti politique, pour faire ses comptes de campagne, pour faire ses meetings, a besoin d'argent. Mais qui donne l'argent? Ce sont les banques. Et comme le dit très bien, il y a une phrase napoléonienne, une expression de Napoléon qui lui-même disait: la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc que l'on veuille ou non, les grands partis politiques surtout sont soumis aux banques. Donc ils prêtent aux banques à des taux usuraires qui remboursent. Mais le fait que les banques acceptent leurs prêts, rien n'est gratuit. Dans le monde, rien n'est gratuit. Donc si les banques acceptent de prêter aux partis politiques, c'est pour la bonne et simple raison qu'il y a un intérêt derrière. Intérêt dans les deux sens du terme. Un intérêt financier, bien sûr, mais un intérêt économique dans le sens que ça va dans leur sens aussi. Parce qu'ils savent très bien que les partis politiques, ça marche dans leur direction. Sinon, les banques, elles n'auraient jamais financé. J'ai partagé un autre article où j'ai vu que les banques ont donné, je crois, 7 millions d'euros à Mélenchon. Mélenchon, le communiste anticapitaliste qui se fait financer et qui est donc soumis à des capitalistes. Donc je rappelle, hein, Mélenchon a été payé par des capitalistes à hauteur de 7 millions d'euros. Il a octroyé un prêt qui doit certes rembourser. Mais d'ailleurs, à propos de rembourser, qui rembourse le prêt à votre avis? C'est le contribuable, parce que dès lors que vous faites plus de 5% des suffrages exprimés, je ne parle pas avec l'abstention, hein, je parle des suffrages exprimés. Dès lors que vous atteignez le taux de 5%, l'État rembourse tous les comptes de campagne. Mais le fait que les banques s'en foutent parce qu'elles savent que Mélenchon il va rembourser le prêt, comme je vous ai dit, ils regardent les sondages, ils savent très bien qu'il va faire plus de 5%. Et comme ils savent très bien, qu'est-ce qui se passe? Ils vont lui rembourser et ils savent très bien que Mélenchon va lui, de toute manière, rendre l'argent aux banques parce que l'État aura remboursé tous les comptes de sa campagne. Mais les banques, si elles le font, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière. L'intérêt, c'est quoi? C'est de diviser ceux qui sont contre le gouvernement. C'est ça le but. En vérité, vous êtes enfermés dans une cage. Et les banques, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont créer d'autres cages dans lesquelles, si jamais vous sortez de cette cage-là, vous serez enfermés dans d'autres cages. Et ça, ils le savent très bien. Cette machine, elle marche extrêmement bien. Ensuite, au niveau théologique, de ce que moi j'estime, hein, moi je pense qu'on ne devrait pas voter pour des gens qui cautionnent, par exemple, le LGBTisme à l'école. Le fait qu'on enseigne aux enfants qu'ils peuvent devenir femmes, hommes, non-binaires, extraterrestres ou table de chaise demain, après-demain ou même dans 1000 ans. Et ensuite redevenir, je sais pas quoi, je sais pas, un hélicoptère de combat ou quoi. Moi, j'estime que ça ne devrait pas on ne devrait même pas voter pour ça. Sans oublier qu'ils sont pour le féminisme, donc ils croient aussi à la stricte égalité du corps des femmes et du corps des hommes, contre l'avis, bien évidemment, des experts. Et là, je parle ici des médecins qui sont totalement contre le fait qu'on considère que les deux genres, parce que pour moi, il n'y a que deux genres, bien sûr, que les deux genres sont totalement égales. Ensuite, troisième lieu, la spoliation des orphelins. Ils sont totalement pour éradiquer l'héritage. Lorsqu'une personne perd ses parents, qui récupère le bien de ses parents, ils veulent que l'orphelin soit dépouillé par l'État, donc ils veulent abolir l'héritage, ce qui est aussi totalement haram parce que c'est considéré comme du vol. C'est un péché très grave de voler un orphelin. Sans oublier aussi tout ce qui tourne autour, hein, je veux dire le communisme. Je rappelle quand même que l'URSS, c'est un empire qui a été bâti sur un massacre. Moi, je parle des véritables empires qui appliquaient le communisme à la lettre, donc le marxisme sous Lénine. Quand les bolcheviks ils ont capturé la famille des Romanov, ils ont décapité toute la famille, y compris les bébés de Nicolas II. Donc les enfants de Nicolas II, ils ont été décapités par les bolcheviks. Ce qui veut dire que de toute manière, toute révolution finit dans le drame. Quand on a un comportement révolutionnaire, on n'agit pas par la raison, on n'agit pas par une certaine réforme, on agit par l'émotion. On agit en détruisant tout ce qui se passe et au final, c'est encore pire qu'avant.
tout comme ça l'a été aussi avec la Révolution française, hein. Toute révolution a mené vers des génocides. Après la Révolution turque, les Arméniens se font massacrer. Quand les Turcs laïcs ont pris le pouvoir sur le califat ottoman, juste après, 1,5 million d'Arméniens se font massacrer. Des centaines de milliers de Kurdes et d'Arabes se font massacrer. Ensuite, ce qui est la Révolution française, 3 millions de gens sont morts en France après la Révolution, à commencer par les 500 000 catholiques vendéens massacrés par la Convention dirigée par Robespierre et Vallerand de Saint-Just. Ensuite, révolution mexicaine, quand ils ont imposé l'athéisme d'État. Révolution albanaise, quand ils ont enfermé plus de 100 000 personnes dans des prisons sur 3 générations. Des gens étaient enfermés sur 3 générations, c'est-à-dire qu'il y a une génération qui a vécu toute sa vie en prison, de la naissance jusqu'à la mort, sous Enver Hoxha. Toutes les révolutions, regardez bien, la révolution des Khmers rouges, la révolution chinoise sous, ah, sous Mao Tse-tung, toutes ces révolutions ont conduit à des morts. Ça, je vous le dis tout de suite, ça a engendré des systèmes pires, et je dis bien sûr pires que systèmes auparavant. Moi, je parle ici qu'en tant que musulman, on ne peut pas se permettre de cautionner un système qui appelle à la violence, qui appelle aux émeutes, qui appelle à l'égalitarisme financier, c'est-à-dire que quelqu'un ne travaille pas, profite des autres, et vous devez, au nom du principe égalitarisme, de donner de votre argent à une autre personne à part égale. Un exemple, c'est comme si on va dire, oui, il y a un élève qui a 18 sur 20 à l'école parce qu'il a travaillé dur, un autre élève a 9 sur 20 à l'école parce qu'il n'a pas travaillé, il n'a rien fait de son année. Donc on va dire par égalité, on va donner le diplôme aux 2 élèves. Oui, mais le premier élève, il sera quand même lésé. Ça, c'est quand même une injustice envers le premier élève. Cela n'enlève bien évidemment pas ce que nous on appelle la zakat. Donc beaucoup de gens sont atteints de pauvreté parce qu'ils souffrent d'un handicap. Moi, je rappelle après, je mets ici une parenthèse. Je ne suis pas contre le fait de payer des cotisations pour des arrêts maladie ou même pour des aides sociaux, je ne suis pas contre, mais uniquement pour les femmes veuves, les orphelins et les personnes handicapées. Moi, pour moi, un homme qui vit seul, ou même qui a des enfants et qui est en pleine santé, moi, je suis pour qu'on lui apprenne plutôt une formation, qu'on apprenne à ces gens-là à se débrouiller. Tout comme ça a toujours existé dans toutes les civilisations, y compris la nôtre, à travers l'histoire. On a toujours eu une propension à la méritocratie, à apprendre à faire les choses de soi-même, à apprendre à se fédérer soi-même voilà, à se réformer soi-même, à s'améliorer. Or, ce système de gauche qui vante l'égalitarisme ne cherche pas du tout à nous surpasser de nous-mêmes. Ensuite, au niveau, comme j'ai marqué sur le titre, un pâte Barilla, donc c'est toujours Bardella, donc pâte Bardella avec filet de merluche, accompagné de sauce Macron. C'est justement le plat qu'on va se ramasser après les élections, bien sûr. Mais un plat bien pourri, bien périmé au passage. J'ajouterai aussi que Monsieur Mélenchon et Monsieur Bardella qui nous parlent de baisser la taxe, ils te disent oui, on va supprimer la TVA sur l'énergie. Je rappelle que c'est interdit au niveau européen. Il y a ce qu'on appelle des taux minimaux de TVA qui sont imposés par l'Union européenne. En 2013, l'Union européenne elle a mis en demeure le Luxembourg qui avait un taux de TVA de 14% sur les produits divers, y compris énergétiques. Les produits énergétiques sont considérés comme des produits divers et non des produits de première nécessité au niveau du droit européen. Le Luxembourg avait un taux de 14%. L'Union européenne, la Commission européenne avait imposé un taux minimal de 17% dans tous les pays membres. C'est-à-dire que chaque pays membre devait au moins taxer ces produits-là de 17% de TVA, et ce, avec aucune limite maximale. Je rappelle que le taux minimum dans l'Union européenne, c'est le Luxembourg avec 17%, et le taux maximum, c'est la Hongrie avec 27%. Ce qui veut dire qu'il est actuellement impossible de descendre en dessous de 17%. Mettre la TVA à 5,5% est interdit au niveau européen. Je le dis parce que M. Mélenchon, M. Bardella ne veulent pas quitter l'Union européenne. Donc, qu'ils arrêtent de nous sortir ces conneries-là, parce que tout ça, c'est du mensonge. Je vous le dis très, très clairement. Je ne sais pas si d'autres personnes voudraient parler, si jamais j'ai tort ou quoi, dites-le moi, mais moi je dis ici ce que je pense et j'expose tous mes arguments. J'ajouterai aussi le problème avec le RN. Donc le RN, pour moi,
j'avais marqué juste avant, le Rassemblement national, c'est un parti de gauche. Dès lors que quelqu'un se revendique républicain, il est de gauche, il n'est pas de droite. Quand vous regardez leur programme économique que moi j'avais mis au fluo sur mon Facebook, ils ont exactement les mêmes programmes, c'est un copier-coller. En fait, ils se copient-collent entre eux, hein, que la France insoumise. C'est exactement les mêmes programmes. D'ailleurs, même les mêmes programmes que Lutte ouvrière au passage, hein. Parce que j'ai regardé le programme de Lutte ouvrière, c'est vraiment, à savoir que Lutte ouvrière, c'est un parti trotskiste. Donc, c'est vraiment le communisme du communisme. Ils ont exactement le même programme, ce qui veut dire pour moi, le RN, c'est un parti de gauche, c'est un parti socialiste. C'est j'irais plus du national-socialiste basé sur vraiment, pas vraiment sur la race, mais plus sur la nationalité, parce qu'ils te disent uniquement les Français frontières. Et pour moi, ce que beaucoup appellent ici l'extrême droite, pour moi, en fait, ces gens-là sont ce que sont des soviétiques avec une touche d'un peu de racisme, en fait. C'est juste ça la différence. Mais au niveau de leur idéologie communiste sociale, c'est-à-dire même leur rapport à la religion, elle est exactement la même que la France insoumise. Il y a une haine religieuse, promotion de la laïcité, interdiction de l'apparence religieuse. Mais au final, tout ça, historiquement, ça fait partie de la France, hein. Quand on regarde les dégâts de la Troisième République aussi, après la défaite de Louis-Napoléon Bonaparte à Sedan face à la Prusse, quand il a rendu les armes face à von Bismarck, le chancelier de la Prusse à l'époque, il y avait une chasse à la religiosité parce que l'Empire s'était effondré. Donc, Adolphe Thiers devint le premier président de la République française, parce qu'avant, c'était des empereurs. Et c'est là qu'ils ont commencé à faire une chasse à la religiosité en disant que ces gens-là, c'était des traîtres à la République, ils ont fait perdre la République face à l'envahisseur allemand, blablabla. Donc, dans l'histoire, quand vous regardez bien, la France a toujours eu, depuis la fondation de la République, donc depuis 1789, une haine de la religiosité. Ça, faut s'y attendre, hein, de la part de ces gens-là, faut s'y attendre dans tout le prisme politique, hein, du violet, rouge, bleu, marron, marron cacadois, ce que vous voulez. Ces gens-là, ils ont toujours eu une haine de la religiosité. Et il y a aussi dans les partis de gauche, par contre, moi, ce que je trouve, c'est que la gauche, elle est beaucoup plus hypocrite que le RN là-dessus. Pourquoi? Parce que la gauche va toujours se faire passer pour le défenseur des musulmans. Mais en fait, ils ne vont pas chercher à défendre l'islam. Ça, c'est impossible. Ils vont chercher à défendre les musulmans, pas parce qu'ils sont musulmans. Parce que eux, ils y voient une réserve électorale maghrébine. Ils vont toujours nous voir comme des maghrébins. J'avais même expliqué une fois à un frère, j'ai dit où, euh, le jour où en France, si jamais, dans le cas où en France, il n'y aurait que des musulmans français blancs de souche, je vous assure, et ça je vous le dis tout de suite, wallahi, je vous assure que les partis de gauche, ils auraient fait exactement la même chose contre nous que ce que les soviétiques ont fait aux Tatars de Crimée, par exemple. Aux Tatars de Crimée, aux Tatars du Tatarstan, aux Tatars de Lituanie, de Pologne. En les mettant, c'est à l'époque de Staline, en les mettant dans des wagons et en les massacrant. Je rappelle que Staline a massacré 550 000 Tatars sur une population de 8 millions. Il les a massacrés en les déportant, en les abandonnant dans le désert de Sibérie, en les mettant au goulag. Pourquoi? Parce qu'il estimait que leur culte religieux ne correspondait pas à l'uniformisation soviétique. Et ça, c'est l'idéologie de gauche, encore une fois. Et sans oublier que, encore une fois, moi, je le dis tout de suite, c'est pas, je n'appellerai jamais à voter. Par contre, j'appelle à ne pas voter et encore moins pour Mélenchon. Pourquoi? Monsieur Mélenchon est quelqu'un qui a été fonctionnaire et politicien depuis bientôt un demi-siècle. C'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie. Il n'a jamais eu de salaire. Il a passé sa vie à toucher des indemnités. Et vous pouvez regarder même sur Internet, c'est tout à fait officiel. Vous regardez sa déclaration de patrimoine. Pour quelqu'un qui veut dilapider le patrimoine de la population, à commencer par les plus aisés, je trouve quand même hypocrite que quelqu'un qui veut spolier les riches soit lui-même riche et millionnaire à souhait, avec plusieurs maisons au passage aussi. Donc, je ne sais pas ici si quelqu'un voudrait s'exprimer. Je sais que j'ai fait comme un long monologue, mais j'aimerais bien discuter un peu avec les gens
qu'ils argumentent de leur côté et que moi je contre-argumente aussi. Quelqu'un voudrait tenir le micro? Attendez, je ne sais. Je vais médicament, je vais te mettre comme intervenant. Je ne sais pas comment mettre des intervenants ici. Comment faire pour ajouter des intervenants si quelqu'un peut m'envoyer une demande? Si jamais quelqu'un peut m'envoyer une demande, il est le bienvenu, hein. J'écoute, à savoir que j'écoute tout le monde. Euh, Bah écoutez, si quelqu'un veut s'exprimer, qu'il s'exprime. J'aimerais bien avoir quand même une interaction avec quelqu'un pour savoir de ce qu'il pense de par ses idées. Euh, Allez-y, ne soyez pas timide. Oui, quelqu'un veut venir parler? Attendez, je vais essayer de voir pour parce que c'est le tout premier space que j'organise et j'en avais jamais organisé auparavant. Cohorte. Je te mets en cohorte, Jean-Louis. Voilà, je t'ai mis en cohorte. Je t'ai envoyé une invitation médicament. Attendez. Je regarde, hein, je regarde juste parce que là, je suis en train de paramétrer. Ah, je pense que c'était. Ouais, je pensais que c'était bloqué, c'est Non, pour ça, parce que c'est la première fois que je touche ça. Je me suis dit, ah bah super non, alors. désolé. Bah, Ça va, frère? si quelqu'un veut. Ouais, Ouais. ça va, ça va. Si quelqu'un d'autre veut venir parler, ben, il est le bienvenu. Sachez que vous êtes tous le bienvenu, chers frères. Vous pouvez demander, hein. Justement, je préfère discuter avec quelqu'un. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je dis, ben, écoutez, venez, je vous en prie. Même si vous êtes d'accord, hein, à renforcer même mon argumentaire, ça serait pas mal. Euh, donc, attendez, je vais essayer de trouver quelqu'un veut s'exprimer? Alors, Atlas, ZZR, Jérém, Abdiel, vous pouvez venir, hein, ne soyez pas timide. On vous a envoyé des invitations aux quatre qui étaient là en premier. Parce que je ne sais pas comment je fais pour accepter, mais je vous ai quand même envoyé des invitations. Dites-le moi en commentaire si jamais vous n'y arrivez pas. Écoutez, excusez-moi, dites-le moi parce que peut-être que ça vient de là, hein, je ne sais pas. Donc, je vais continuer encore un peu, hein. Écoutez, le souci, alors, je regarde, hein, comment.
Alaykoum salam. Ah, quelqu'un qui veut bien discuter avec moi. Ça va, alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah, ça discuter, c'est un bien grand mot. Je voulais juste rajouter une question par rapport à ce que vous avez dit. Oui, Est-ce qu'en fait, j'ai remarqué, attends, quitte pas, parce que j'essaie de mettre mon micro. oui, bien sûr, Attends, t'inquiète c'est pas. pas. Moi, j'arrive pas à mettre mes écouteurs. En fait, ma question, c'était parce que j'ai remarqué Ouais, j'ai un avec casque aussi, ouais. que la discussion Ouais, a je été connais la très galère positive aussi sur le avec vote, mon casque. sur le fait effectivement de ne pas participer à cette chose-là, avec un argumentaire. Et c'est Par quelque contre, je chose qui t'entends m'intéresse. très très mal. Je t'entends très Parce très que mal par j'aimerais contre. savoir s'il y a des frères qui ont des, comment dire, Ouais. des propositions à faire, justement, à créer des projets, justement. Essayer de trouver des projets. Notamment le frère Jean, je sais qu'il était très actif dans la Hijra. J'aimerais savoir s'il y a des frères qui ont des Par contre, propositions on sur t'entend très très mal. parce qu'ils vivent en Ouais, France, mais voilà, ils ont excuse-moi, frère. certains ils peuvent Bon, pas partir. excuse-moi, frère. Comment, quelles sont On vos t'entend idées très très actuellement mal, sur frère. ce sujet-là? Voilà, c'était ça ma question. Par contre, frère, on t'a très très mal entendu. Ça faisait comme un petit bruit de Ah, fond. J'ai compris la moitié de ce que t'as dit. Ouais. je sais pas si vous m'entendez. Ah, Là, je t'entends alhamdoulilah. mieux maintenant. C'est mon On micro t'entend en mieux fait, là. et il s'est connecté. Alhamdoulilah. Vous avez entendu ma question ou je répète peut-être? Ah, répète quand même, s'il te plaît, parce qu'on a entendu que la Ah, moitié, c'est désolé, pour ça. désolé. Non, la question, c'est ce que j'ai lu. Non, il n'y a pas de Ah, bah, souci. J'ai vu que vous parlez quand même pas mal du sujet du vote. Effectivement, que c'est un sujet où bah, le préférence aux musulmans, d'ailleurs, il y a quand même pas mal d'avis savants sur le sujet de ne pas participer à cela. Mais le fait de ne pas rentrer là-dedans, c'est un sujet qui est très intéressant. Au-delà de ça, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a des frères, parce que je sais que le frère Jean-Louis qui était très actif sur ce sujet, sur le sujet de l'Hijra, quelles sont les propositions, les idées qui pourraient être intéressantes pour justement les musulmans qui vivent en France et qui subissent d'ailleurs au quotidien le désagrément de tout musulman qui y vit, et quels sont les projets qu'on peut amener pour essayer justement entre parenthèses, je dis bien, survivre dans un milieu et dans une époque dans laquelle on est. Voilà, c'est ça la question. C'est des propositions, des projets de hijra, des projets, des idées. Voilà, juste par curiosité. bah, je vais commencer par moi. Après, je laisserai les autres s'exprimer s'ils veulent bien. Moi, dans mon cas, j'envisage, bien évidemment, ça sera peut-être pas tout de suite par rapport à un manque de moyens financiers. C'est comme je disais tout à l'heure, je disais la religion d'abord et ensuite l'argent. Le souci, c'est que par manque de moyens, bien évidemment, dans mon cas, je parle bien parce que moi, j'applique à moi-même ce que j'aimerais aux autres aussi. Je vais pas faire l'hypocrite. Je suis pas un homme de gauche, quoi. Moi, j'aimerais bien, dans un avenir proche, même proche, hein, mais ça va se faire, je pense, dans un petit avenir lointain, d'ici quelques années, c'est m'expatrier, aller ailleurs qu'en France. Mais je pense, et ça, je sais qu'un frère qui est parti en Indonésie s'est retrouvé avec énormément de problèmes. C'est ce que disait aussi Abou Ryan, qu'on vivait dans un monde de passeports et de visas, que quand on part à vivre à l'étranger, on a souvent un visa qui est limité, donc le temps est toujours limité. Limité au bout d'un an, 2 ans, et le souci, c'est que pour le peu que vous avez été médiatisé, parce que je rappelle aussi que les médias, c'est le quatrième pouvoir de l'État aussi, donc eux, ils ont une décision de dire qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Pour le peu que vous avez votre nom sur, juste en tapant votre nom et votre prénom sur Google, c'est ce que font d'ailleurs les services de l'immigration dans les pays étrangers, dans tous les pays dans le monde, hein. Google, c'est mondial. Donc, ils ont juste à taper votre nom et votre prénom sur Google. Ils savent très bien votre passif, avec des articles de journaux et tout ça. Ils peuvent aussi appeler les autorités du pays auquel vous avez la nationalité, en l'occurrence dans ce qui est de notre cas en France. Et vous-même, vous savez très bien aussi que beaucoup de ces gens-là, c'est ce que disait le frère Médicament il y a longtemps de ça dans un reportage, quand il disait ils ne veulent pas que les musulmans y partent. Et c'est vrai, moi je vous le dis tout de suite, ils ne veulent pas qu'on parte. Je rappelle, j'aime pas trop exposer ma vie privée, je rappelle que moi, suite à une décision, à une dénonciation calomnieusement mensongère de la part d'anciens collègues, je me suis fait arrêter sur mon lieu de travail. Ça va faire 3 ans de ça. J'ai perdu mon procès au prud'homme, mais je l'ai pas perdu par rapport à mon licenciement suite à ça, mais je l'ai pas perdu sur le fond, mais sur la forme du fait que je suis pas venu à leur entretien préalable, à un licenciement, blablabla, parce que j'étais en arrêt maladie, mais mon médecin m'avait mis sortie autorisée. Moi, je suis resté chez moi à ce moment-là. Donc, c'était juste un petit détail comme ça, mais j'ai été en garde à vue, j'ai été ressorti, et le souci, c'est que maintenant, depuis presque 3 ans, je suis maintenant sous surveillance, donc je suis fiché S. Ce qui fait que quand je vais en Angleterre, à l'aller comme au retour, je suis interrogé pendant plus d'une demi-heure. Ce qui est quand même. Moi, perso, je m'en tape, mais c'est juste le temps que ça prend.
Donc moi, dans mon cas, je sais très bien que si je cherche à vivre dans un pays où il faut un visa, ça va être très, très dur, voire impossible pour moi. Ce qui veut dire que dans notre cas, moi je parle ici dans mon cas à moi, c'est que je cherche à m'expatrier, mais je sais que je ne pourrai pas vivre tranquillement en dehors de Schengen. Ça, je sais très bien, ça sera impossible pour moi. Pourquoi? Parce que si je pars vivre dans un pays comme la Suède, comme l'Espagne, comme la Hongrie, je peux partir y vivre sans demander de visa étant citoyen européen. Je peux même vivre en Grèce ou même en Chypre. Mais dès lors que vous quittez l'Union européenne, c'est très compliqué parce qu'il vous faut un permis de travail. Dans certains pays même, les pays les plus compliqués d'accès à ce niveau-là, c'est les pays du Moyen-Orient, il vous faut énormément d'argent pour avoir un visa de séjour. Je parle pas de naturalisation, la naturalisation est impossible là-bas, hein. Beaucoup de gens disent que la France est raciste, mais croyez-moi que l'Arabie Saoudite, c'est comme un pays comme l'Arabie Saoudite, c'est encore pire. Si vous, en Arabie Saoudite, de ce que j'ai entendu dire, si vous n'avez pas 500 000 dollars de réserve d'argent à investir en Arabie Saoudite, ils vous refuseront l'entrée. Donc moi, de ce que je conseille par rapport au fait de comment la France est en train de tourner, c'est que l'on ait se diriger vers d'autres pays membres de Schengen. D'abord, commençons tous à travailler petit à petit. N'importe quel boulot fera l'affaire, hein. Ça fait 10 ans que je travaille, j'ai cumulé 3 CDI. À chaque fois que j'avais un CD, je démissionnais au bout d'un mois. Donc tout le reste, c'était que de l'intérim du CDD. Et j'ai réussi quand même à cumuler de l'argent avec tout ça, mais pas assez pour que je puisse vivre encore à l'étranger. Donc j'ai quand même eu cette chance-là, alhamdoulilah. C'est qu'il est toujours possible, c'est ce que j'avais expliqué, j'ai dit la gauche, elle veut de nous la médiocrité, la fainéantise. Par contre, au moins, la droite, qu'est-ce qu'elle te sort? Elle te dit, voilà, t'es un incapable, on veut pas de toi ici, tu peux aller toujours aller dehors. Moi, ça me convient, hein, moi, je le dis, hein. Parce que de toute manière, même moi, je ne m'imaginerais pas avoir des enfants en France, ce qui est impossible, du fait que depuis septembre 2022, l'école à la maison a été interdite par décision via la loi, ce que eux appellent contre le séparatisme. Et même moi, le seul séparatisme que je vois, c'est la maçonnerie qui se sépare totalement du peuple. Ça, c'est un vrai séparatisme à parler, mais eux, ils s'en foutent. Bon, moi, je m'en tape, hein, mais juste pour dire que, voilà. Euh, Eux, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement nous intégrer dans leur corpus républicain. C'est pour ça que Mélenchon, on lui laisse prendre le vote entre guillemets musulman. Pourquoi? Parce que ça fait partie de leur jeu. Ce que je conseille aussi, c'est de vous former sur différents métiers. Moi, je me forme en mécanique. Parallèlement, je fais aussi un peu de développement informatique parce que j'essaie de faire des métiers un peu passe-partout, des métiers on a besoin absolument partout. Moi, c'est ce que je conseille, hein. Moi, je conseille de se mettre là-dedans. Et avant de partir pour mettre de l'argent de côté, c'est, comme je dis, faire des missions d'intérim ou même faire une activité auto-entrepreneuriale, essayer de se former ici tant qu'on l'on peut. C'est pas en se victimisant, en allant dans ce que moi j'appelle les cabinets rouges, en allant se plaindre dans les cabinets rouges, notamment au travail, que ça va changer les choses. Et disons que ça, c'est une vision à moyen terme. À court terme, je dirais de ne pas participer à ce système. Là, directement, déjà, c'est de ne pas voter. Moi, je dis très clairement, à court terme, ne pas voter. À moyen terme, se trouver un travail. Et à long terme, de ce que je dirais vraiment à long terme, sur une période de 20-25 ans, là, c'est plus du côté financier parce que, comme j'ai dit, après la religion, l'argent. D'abord la religion, bien sûr. Et là, c'est pour ça que je vous ai expliqué par rapport à l'école des enfants et tout, c'est parce que c'est très important. C'est ce qu'il y a de plus important même, c'est l'éducation des enfants. Et après, c'est essayer de pouvoir mettre de l'argent de côté parce que je rappelle que en dehors de la France, beaucoup de gens pensent que nous, en France, surtout par rapport aux retraites, la France, c'est le pays d'Europe où l'âge de la retraite est la plus basse. On a entre 62 et 64 ans. Si vous partez vivre en Hongrie, par exemple, c'est 67-68 ans. En Lituanie, 72 ans en Lituanie. Donc moi, je pense que où que l'on s'installe, de ne pas faire confiance à la retraite par répartition. Déjà, il y a ça. Ça, c'est pour assurer nos vieux jours, Inch'Allah. Et commencer à capitaliser dans ce qui est halal. Il y a plusieurs optiques. Vous pouvez investir dans l'immobilier sans passer par l'IBA en mettant des petites sommes tous les mois. C'est-à-dire, c'est des sommes que vous investissez dans ce qu'on appelle les SCPI. Moi, je le pratique, hein. Moi, je dis ce que moi, je pratique.
Vous pouvez aussi investir dans le cadre d'un PEA. Il y a Internet, il y a des plateformes qui existent. Quelle que soit la somme, hein, vous investissez quand même. L'important, c'est la durée. Voilà ce que je conseille au long terme. Et tout d'abord et bien avant tout ça, c'est de commencer à s'instruire religieusement. Commencer à lire le Coran Karim, commencer à apprendre l'arabe fosha, c'est-à-dire l'arabe littéraire. Quand je dis lire le Coran Karim, c'est commencer à le lire en arabe et à chercher à comprendre le sens de chaque mot qui est inscrit dedans. En lisant, bien sûr, en apprenant l'arabe. Moi, j'ai appris l'arabe, ça a duré 3 4 mois, en y allant, en faisant 1 heure tous les dimanches. Donc, c'est une langue qui est très, très facile à lire et à écrire. Donc, l'écriture est très simple, la lecture aussi. Les lettres se ressemblent, c'est juste les points qui changent. Donc, moi, c'est ce que je recommande à tous, et de commencer à se rapprocher religieusement, parce que je pense que notre gros problème actuellement, c'est que nous sommes très éloignés religieusement, mais nous sommes très attachés culturellement. L'excès de culture fait perdre aussi la foi. Et dès lors que nous avons un excès de culture, nous ne sommes plus véritablement musulmans, on devient uniquement maghrébin. Et dès lors qu'on devient uniquement maghrébin, on oublie qui nous sommes, on oublie d'où nous venons et on oublie qu'est-ce qu'on doit faire sur cette terre. Ce qui veut dire que pour nous, à éduquer nos enfants, ça se limite juste à les envoyer à l'école de 8 heures à 16 heures, comme si c'était une crèche pour pouvoir aller travailler. Le week-end, on les laisse sortir dans la cité, c'est ce qui se passe beaucoup. Et les vacances, qu'est-ce qu'on fait? On part au bled avec eux, pensant qu'en allant au bled chez la famille lointaine, et là, je parle du cas des Maghrébins, parce que c'est quand même eux qui votent. Au sein des musulmans, c'est quand même cette communauté qui vote le plus pour, euh, pour Mélenchon. Moi, je ne connais pas de Turc qui va voter Mélenchon. Pourquoi? Parce que Mélenchon est pro-PKK. Pro-PKK. Mais moi, je parle ici des Maghrébins musulmans qui pensent que éduquer religieusement leurs enfants, c'est les envoyer au bled 2 mois 1 ou 2 mois dans l'année, les ramener au sein de leur famille et les faire dormir toute la journée dans leur case, parce que moi je connais plein de parents qui envoient leurs enfants aussi, hein, au Maroc, ils partent avec leurs enfants au Maroc, mais ils ne connaissent rien du Maroc, leurs enfants. Leurs enfants, quand ils vont au bled, ils ne connaissent rien. J'ai des demandes, je vais les activer. Alors, j'ai des demandes, j'approuve. Alors, moi, en phase, je te mets. Voilà. Bah, je vais inviter aussi le frère Abou Rayhan. Ouais, mais moi, voilà, c'est ce que tu me disais, quelles soient les solutions, j'en ai trois. Un, à court terme. Ah, Et- Ah, bah, ouais. Bah, je vais laisser parler. C'est qui parle? Qui parle? C'est Manfaz. Bah, je vais te laisser parler alors, Manfaz aussi, si tu as des solutions, ou si tu es d'accord avec ce que je disais au début aussi, par rapport à l'escroquerie de la gauche, Oh, ouais, bonsoir. Bonsoir. En fait, je viens de rentrer dans le programme de plage. Pardon, j'ai pas compris ce que vous dites. Non, je viens de rentrer dedans, quoi, dans le live. Dans quoi? Nous vous écoutons, Manfaz. C'est un frère d'origine africaine, il parle pas bien français. Ah, ok, oui. Ouais, 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 je me doute, je me doute. C'est pas grave. Bon, si quelqu'un veut s'exprimer par rapport à ce que moi j'ai dit, à savoir que, je le rappelle encore une fois, le space est enregistré, parce que j'ai beaucoup d'amis qui voulaient m'écouter ce soir. Et malheureusement, comme ils sont au boulot aujourd'hui, d'autres qui n'ont pas les moyens de m'écouter maintenant, j'ai préféré enregistrer pour qu'ils puissent savoir comment ça s'est passé. Ils veulent savoir aussi de ce que je pense au niveau des interactions. Donc, alors, je vais résumer par rapport à Mélenchon. Même la gauche en général, pour moi, il n'y a pas plus hypocrite que la gauche, encore plus que l'extrême droite. Au moins, l'extrême droite, ils disent clairement ce qu'ils veulent. Le problème avec la gauche, c'est qu'ils vous disent qu'ils vont vous protéger, mais une fois qu'ils sont élus, ils vont mettre des robes à vos petits garçons, par exemple. C'est juste, moi, le résumé, il est là. Vous allez avoir vos fils qui vont porter des robes, vos filles qui vont se raser la tête, qui vont prendre un bout de peau de leur bras pour se faire un pénis. Vous allez retrouver votre compte bancaire à zéro.
et votre maison saisie par l'État. C'est voilà ce que c'est que le vrai projet de Merluchon. En résumé, bien sûr. Abou Ryan, si tu veux t'exprimer par rapport à ce que j'ai cité, t'es bienvenu. Tu peux t'exprimer, Abou Ryan. Ouais, Barakallahu fik. Non, bah écoute, j'écoute un peu, mais moi aussi, je suis arrivé à certaines conclusions, vu la situation, vu le niveau général, et la dominance des gens que je sais plus comment appeler en fait, affiliés à l'islam, dans l'islam culturel, dans l'islam couscous. Je sais plus les mots parce que quoi que je dis, c'est pas bien en fait. Soit c'est raciste, soit c'est méprisant. Donc je sais pas comment je dois dire. Mais enfin, vu leur prééminence un peu partout, etc. Maintenant, pour moi, les musulmans qui sont dans l'islam idéologique, même s'ils font plein de péchés et qu'on a des manquements, c'est tout à fait autre chose. On est dans l'époque en fait de la grande retraite pour moi, hein. C'est-à-dire sourate la caverne, quoi. Dans le sens, il faut se trouver un coin. Je suis comme toi, hein, je suis arrivé à la conclusion que vu mon profil, je suis coincé dans la zone Schengen. Mais la zone Schengen, c'est grand, tu vois. Ça inclut Chypre, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, Ibiza, Majorque, Sardaigne, Corse, etc. Pour ne parler que du Sud. Faut se trouver un coin où on est le plus autonome possible. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Où on est énergétiquement le moins dépendant du chauffage, parce que le chauffage, c'est très cher. En hiver, c'est quand même dans le nord, c'est 6 mois par an où le chauffage il est allumé plein pot. Et c'est des gros frais hein, quand même. Donc un pays déjà où voilà, il y a des marchés, il n'y a pas trop d'utilisation du chauffage, où les gens sont un peu, comment on va dire, désintéressés de c'est quoi ta religion, chacun sa vie et puis voilà, où il n'y a pas trop de présence de LGBT et compagnie. Faut se trouver un coin, il faut s'accrocher à sa religion, beaucoup lire, s'entre encourager avec des frères de bien dans le monde virtuel, vu notre éloignement géographique les uns des autres, et éviter en fait les provocations inutiles, c'est-à-dire personnellement, moi je déconseille fortement quand on est dans l'espace Schengen, mais même maintenant ça va au-delà, de commencer avec des grandes barbes, des niqabs, des regards de travers. C'est pas le contexte. Voilà, il faut être un minimum dans le wakir, dans le contexte. Ou alors le faire et assumer les conséquences sans se plaindre. Parce que c'est ça le problème des musulmans. Ils font des choses et puis ils se plaignent du résultat. Par rapport aux élections, moi je dis, tout le monde fait semblant de ne pas vouloir s'intéresser à pourquoi à chaque élection l'extrême droite monte dans les sondages et dans les votes. On est dans le déni. On vote à gauche pour des ennemis d'Allah en espérant qu'ils nous protègent de l'extrême droite. Et au final, en fait, comme on nie les raisons qui font que les Français votent extrême droite, eh ben, ça continue. Toujours plus de voyous, toujours plus de cortèges, toujours plus de voitures brûlées et d'attitudes, d'incivilité, etc. Et le FN monte. Et nous, tout ce qu'on trouve à dire, c'est sale facho, votons pour un communiste pour nous protéger. Tout ça, c'est des attitudes intolérables, indignes. Et on est à l'heure de la retraite parce que malheureusement, la masse des musulmans ne veut plus entendre la vérité. Ils veulent être dans des doux mensonges et dans l'utopie ou dans le déni. Et malheureusement, les musulmans authentiques qui comprennent leur religion, qui comprennent la politique, qui comprennent les signes de la fin des temps, ils doivent s'isoler, se protéger et essayer de limiter la casse au maximum et patienter qu'Allah ouvre des portes. Voilà en gros mon idée sur la question. Tout à fait d'accord, Abou Ryan. Après, choisir les pays, ça pour moi là-dessus c'est assez subjectif parce que ça dépend des gens. Toi, je sais que de ce que tu avais dit, tu étais plus dans les pays chauds. Moi, dans mon cas, les pays chauds, tu vois, toi, tu vois 6 mois de chauffage. Moi, les pays chauds, disons que je vois 6 mois de climatisation. Moi, je suis plus dans les pays froids, je suis plus à l'aise avec le froid. J'étais à Marrakech l'année passée, je suis tombé malade pendant un mois. En revenant de vacances, hein, pendant un mois, j'étais malade, j'avais des boutons de chaleur de partout.
Donc, par contre, quand je suis allé en Finlande en plein été, il faisait 15-20 degrés, je me sentais vraiment bien. Mais ça, ouais, c'est subjectif. Il y a des gens pour qui il faudrait, il y a des gens pour qui ils seront plus à l'aise dans des pays chauds, dans des pays froids. Après, ça dépend aussi de quelle économie ce qu'ils vont exercer. Je sais que moi, qui a essentiellement fait l'Europe de l'Est, j'ai fait la Hongrie, j'ai fait la Pologne. Je rappelle que j'ai fait tout ça en voiture. Je ne voyage jamais en avion. La dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était en 2007, j'avais 12 ans. Donc, tous les voyages que j'ai fait une trentaine de pays. J'ai tout parcouru avec une vieille voiture. Je ne roule pas sur l'or. J'ai grandi en foyer. Je vivais des restos du cœur en famille monoparentale. J'ai moi-même non plus pas eu beaucoup de chance dans mon enfance. J'ai une enfance aussi chaotique, hein, je le dis très, très, très clairement. Mais je me suis quand même levé et j'ai quand même bougé les choses. Et j'ai constaté que quand on se réveille, quand on se réapproprie notre religion, qu'on essaie de tout paraît beaucoup plus simple. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Que dès qu'on veut la volonté de quelque chose, eh ben, les choses se produisent. Le destin fait que tout nous est facilité. Subhanallah. Il y avait, selon l'économie aussi, par exemple, dans le sud de l'Europe, l'économie est très très propice à l'agriculture parce que quand un pays chaud de toute manière est un pays agricole. En ce qui concerne les pays d'Europe de l'Est, là où vous allez vous faire le plus d'argent, là où vous allez être le plus utile pour la société, c'est si vous travaillez dans les transports et dans la fabrication de meubles. Là, je parle surtout en ce qui concerne la Pologne. La Pologne, c'est plus le transport, le commerce automobile, notamment neuf, et surtout avec les fourgons. Ainsi que parce que moi je l'ai vu, hein, moi je suis auto-entrepreneur, je viens de commencer à ouvrir mon entreprise de revente automobile. Je commence avec petit et je pense par après faire du commerce en Pologne par la suite, Inch'Allah. Et en Pologne, il y a aussi le bois. Savoir que c'est là-bas où il y a les plus grandes forêts d'Europe. C'est le pays qui produit le plus de meubles en Europe. La moitié des meubles de chez Ikea, regardez bien, notamment les meubles Kallax, les meubles Malm, sont fabriqués en Pologne. Et de plus, un des plus grands fournisseurs, c'est Allegro.pl. C'est un site internet qui fabrique et vend des meubles, mais aussi tout ce qui est électroménager, tout ça, c'est Allegro. C'est l'équivalent de chez nous, c'est un mélange de Conforama et de Amazon. Chez eux, ça s'appelle Allegro. Ils ont aussi leur propre économie. C'est pour ça que je dis ça dépend de quelle économie. Si vous êtes très porté sur le numérique, l'Estonie serait le meilleur choix. Mais attention, parce que l'Estonie, c'est à la frontière russe. Donc, en cas de guerre, ce serait les premiers pays à être envahis. Parce que Tallinn, c'est vraiment la ville du numérique que j'ai visité il y a bientôt 3 ans. J'ai été à Tallinn, c'est la ville. Tout est neuf là-bas, tout est numérisé, tout est électronique, tout est modernisé. Moi, ça m'a fait un choc de visiter beaucoup de pays d'Europe de l'Est parce qu'on nous a souvent dit que c'est des pays arriérés et reculés. Dans ces pays-là, ils ont une forme de traditionnalisme social, mais ils ont une modernité économique et numérique. Nous, en France, on a vraiment le sens inverse. C'est-à-dire que nous, on nous a imposé une modernité sociale, mais une régression économique, ce qui fait que quand vous vous retrouvez face à certaines administrations, la plupart ne veulent même pas que vous fassiez des mails. Moi, en créant mon auto-entreprise, j'ai eu affaire à beaucoup de galères administratives là-dessus. Faut envoyer un recommandé là, faut envoyer un recommandé ici. Ça, je constate qu'en France, il y a une très grande lenteur administrative. Et c'est pour ça que je l'avais dit hier à un certain Jack. Je lui ai dit, prends ta bagnole, dépasse les frontières et va voir comment c'est ailleurs. J'ai dit parce que vous ne bougez pas. Et je dis autant l'extrême droite qui disent oui, en Pologne, il y a la pureté raciale, pas forcément. Je rappelle que la Pologne, parce que il y a ça aussi, il y a un autre impasse, et ça, c'est ce que je voulais dire, c'était l'arnaque aussi du RN. C'est le RN qui dit on n'accueillera aucun migrant, alors que leur homologue, enfin, je sais pas, leur ami ou leur homologue du même bord politique, Madame Giorgia Meloni en Italie, elle a accueilli sur son sol, là, en 2023, elle a octroyé 450 000 titres de séjour à des migrants. Je rappelle aussi que le très conservateur en Pologne, il est plus ministre parce que maintenant c'est Donald Tusk, c'était Andrzej Duda. Le très nationaliste polonais Andrzej Duda a octroyé 150 000 titres de séjour à des immigrés ouzbeks. La Pologne, en fait, chaque pays d'Europe
va prendre dans une zone géographique, la Pologne, c'est plutôt les Ouzbeks. En Indonésie, Monsieur Viktor Orban, le très nationaliste Viktor Orban, qui met des barrières de 5 mètres de haut à la frontière avec la Serbie, notamment à Subotica, entre Subotica et Szeged. C'est par là que je passe pour aller en Turquie d'ailleurs. La fameuse autoroute, on voit les barrières des deux côtés quand il y a la douane. Je dis, moi je voyage, moi je vois les choses avec mes propres yeux. Hein. Moi je suis pas dans les fictions ou sur CNews. Moi je les vois avec mes propres yeux, ces choses-là. Quand je vais à Budapest, il y a des Indonésiens partout maintenant en Hongrie. Pourquoi? Parce que Monsieur Orban, il a donné le visa de travail à 200 000 Indonésiens. Et le pire, c'est qu'ils ne sont pas qu'à Budapest, les Indonésiens. Maintenant, les Indonésiens, ils travaillent aussi dans les petits villages, notamment au bord du lac de Balaton. J'étais dans un petit village qui s'appelle Balaton Villachos en Hongrie. C'est entre c'est Keceli et Budapest, parce que entre les deux villes, quand vous prenez l'autoroute pour aller vers la Slovénie et la Croatie, vous avez un des plus grands lacs d'Europe qui est le lac Balaton. Et ben quand j'allais dans les commerces, qui travaillaient dans ces commerces, c'était des Malais et des Indonésiens, et dont leurs femmes portaient justement le niqab. Hein. Elles ne portaient pas le voile. Hein. Les femmes étaient derrière les comptoirs avec le niqab. Quand j'étais à Cracovie, j'ai vu aussi beaucoup de femmes portant le niqab. Donc moi, et pourtant, elles sont acceptées en Pologne. Hein. Je vous le dis tout de suite, elles sont acceptées. Contrairement à ce que disent j'aime pas dire facho, je l'avais dit au début, je déteste prononcer le mot facho, je préfère dire naciobof. Alors contrairement à ce que disent les naciobof, qui eux ne voyagent pas, restent dans leur petit patelin, ils devraient aussi prendre leur voiture, aller en direction de Poznan, Varsovie, Cracovie, et même remonter au nord vers la Baltique comme moi j'ai fait, c'est-à-dire aller à Riga, à Tallinn. Ensuite, en Lettonie, même chose, un pays qui a perdu 30% de sa population depuis la chute de l'URSS, ils font venir des Tchétchènes. Donc moi, ce qui est dingue, c'est que je constate, les pays que je vous ai cités là, c'est des pays dirigés par des partis d'extrême droite. Et malgré ça, malgré toutes les promesses de leur campagne qu'ils ont fait, ils accueillent quand même des étrangers. Et je me dis, les gens, ils votent RN, beaucoup ils te disent oui parce qu'on est submergé. Mais vous tous, arrêtez de rigoler. Moi, je dis, même Bardella, Premier ministre, Marine Le Pen, présidente, ça va être le même nombre d'octrois de titres de séjour que ce qu'on a eu avant. Ça va être toujours les mêmes voyous. Pourquoi? Parce que ces voyous vont leur permettre de rester au pouvoir. Parce que s'il n'y a plus de voyous, qu'il n'y a plus rien, ils serviront à rien et ça, ils vont s'en rendre compte. Donc moi, je le dis, j'ai fait une trentaine de pays. En Roumanie, c'est les Pakistanais aussi. Donc en Roumanie, qui ont aussi manifesté contre l'islam, blablabla, et que tout le monde y partage ça. À Bucarest, oui, ils ont raison. Nanana. Bah, il y a des Pakistanais partout en Roumanie. Quand vous allez en Bulgarie, dans la région de Hachkovo, ils ramènent plein de Turcs. Mais bon, les Turcs qui viennent en Bulgarie sont plus riches que les Bulgares eux-mêmes, hein, au passage. Donc Hachkovo, c'est le sud-est de la Turquie, mais après la plupart d'entre eux, c'est des Gorans, c'est un peuple musulman bulgare qui, eux, ont toujours été là. Mais il y a des véritables immigrés turcs en Bulgarie. Donc vous allez à Hachkovo, vous allez à Plovdiv. Donc c'est vraiment la route. Hein. Là, je parle de la route que je prends de chez moi dans le nord de la France pour aller en Turquie. Je ne suis pas turc, mais je pars en vacances là-bas et j'aime bien explorer. Donc moi, je le dis, si eux, ils arrivent à rentrer facilement, pourquoi pas nous? Alors que nous sommes citoyens européens, on peut y aller même sans visa. Mais je rappelle que c'est dans ces pays-là, parce que moi, j'avais sorti une fois, on m'a dit, ah, c'est en Hongrie, parce qu'il y a des fachos. Hein. Ah là là, oui, j'ai dit, ouais, mais t'as trop regardé BFM, mon coco. J'ai dit, moi, j'étais très très bien accueilli. Moi, il y a un pote à moi. Juste un petit détail, c'est que ils savent pas ce que c'est qu'un maghrébin là-bas. Juste que quand ils voient nos faciès, ils pensent qu'on est des tziganes. Plusieurs gens, une fois j'étais à Prague, j'étais en train de monter dans un bus, et il y avait un vieil homme, il était en train de nous parler en tchèque, mais nous on disait we don't speak Czech, we speak only English. Et le vieil homme, il disait ah, are you Roms? Worms. Je dis non, we're not Worms, North African. Et plusieurs fois en Hongrie aussi, il y en avait un, il pensait que je venais de la Bulgarie. Il pensait que j'étais un Rom de Bulgarie. Il m'a dit oui, quand tu parles anglais, il y a un accent Rom bulgare. J'ai dit non, je ne suis pas bulgare. Et c'est vrai que là, je parle pas d'islam, je parle plutôt de si vous êtes maghrébin et que vous allez là-bas, on va souvent penser de vous que vous êtes Rom. Et il y aura une méfiance, non pas parce que vous êtes musulman maghrébin, c'est plutôt que parce que beaucoup de gens pensent que vous êtes des Roms. Et le souci, c'est que les Roms étant marginalisés,
ils sont très majoritaires dans les statistiques des vols, des cambriolages. Donc, beaucoup de gens sont méfiants à l'égard des Roms. Donc, c'est juste pour ça. Mais sinon, moi, à chaque fois que je vais là-bas, 95% du temps, c'est vraiment des échanges très cordiaux que j'ai avec les gens. J'essaie de parler à chaque fois un minimum la langue dans chaque pays que je vais. Par exemple, quand j'arrive en Hongrie, c'est Dzia. Quand j'arrive en Pologne, c'est Dobrej. On apprend, on apprend, on apprend. Quand j'arrive en Hongrie, par exemple, quand je dis merci, c'est Ketchemet. Non, c'est Kodzenem et Ketchemet, c'est au revoir. Donc, on apprend à parler un minimum, histoire de s'adapter. Et si vraiment on s'installe, je trouve que c'est tout à fait normal d'apprendre à parler la langue locale. Et c'est ce que dit Abou Ryan, c'est de ne pas non plus être arrogant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, on reste des étrangers. Et un étranger, il se doit de ne pas être arrogant dans un pays, de ne pas imposer non plus son modèle. Moi, je suis partisan des libertés individuelles, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut chez lui, tant qu'il n'impose rien à personne. Ça concerne aussi un pays musulman, je dis pas. Hein. Un chrétien qui vit en pays musulman, s'il veut pratiquer sa religion, qu'il pratique de son côté, mais qu'il ne l'impose pas ailleurs. Et je pense que c'est valable aussi dans ces pays-là, où ils sont très très chrétiens et qui ne veulent pas forcément qu'on arrive avec une grande mosquée cathédrale à faire un grand minaret. Moi, je pense que ça coule de source. On peut tout à fait s'installer là-bas. Mais et comme disait Abou Ryan, mais pour moi, il y a deux conditions. Déjà, ce qu'a dit Abou Ryan concernant le fait de respecter la culture locale. Et deuxièmement aussi, c'est le fait d'avoir une activité économique. C'est-à-dire de ne pas s'installer dans le but de demander de l'argent, des allocations, parce que de toute manière, là-bas, il n'y en a pas. Les gens, déjà, dans ces pays-là, ils sont très, très débrouillards. Je rappelle aussi que dans ces pays-là, en même temps, ils détestent le communisme. Le communisme est totalement interdit, je rappelle aussi. Donc, prôner le communisme, c'est la même chose que de prôner le nazisme ici en France. Donc, ne sortez pas surtout vos idées de gauche parce qu'ils apprécient pas ça là-bas. Et économiquement, ils sont très, très libéraux. C'est-à-dire qu'ils détestent l'histoire de répartir les richesses. Eux, ils sont très portés sur si tu veux de l'argent, ben, va vendre du bois, va construire quelque chose. C'est d'où le fait que j'avais dit au début que l'Aïjla, c'est quelque chose, mais c'est quelque chose qui se fait sur le moyen terme. C'est pas quelque chose qu'on peut faire dès demain. Et en court terme, c'est ce que je disais tout à l'heure, à court terme, la vraie solution, c'est de ne pas voter, de ne pas participer à ce système. On peut le faire dès maintenant déjà. À moyen terme, c'est de commencer à travailler, mettre de côté pour pouvoir partir ailleurs et se former en même temps aussi. Donc, il faut avoir des compétences. Et comme je dis, du fait qu'il n'y a pas besoin de visa, il n'y a pas besoin non plus de venir avec 500 000 euros à investir. C'est pas comme si on allait en Arabie Saoudite. Je rappelle que moi, je parle de ma propre expérience. Hein. Abou Ryan, peut-être que tu as été en Italie et tout, tu saurais peut-être connaître le prix de l'immobilier là-bas. Je sais que moi, j'ai été regarder les agences immobilières en Hongrie, en campagne, hein, je parle pas en ville, parce qu'en ville, ça sert à rien. Si c'est pour quitter Paris pour vivre à Budapest c'est bien, il n'y a pas d'agression ni rien. Mais il y a quand même beaucoup de monde et de tourisme. Et le coût de la vie, c'est plus cher en Hongrie. Je sais qu'à Budapest, vous pouvez y aller en dehors de Budapest, si vous allez dans un village, notamment au nord, là où il y a le Danube, pas loin de Vache, vous pouvez trouver une maison pour 10 000 euros. Entre 10 et 15 000 euros, vous avez une maison, vous êtes propriétaire. En Bulgarie, c'est même encore moins cher. Quand j'ai vu, quand je suis allé au lac de Rila, c'est entre la Sofia et la frontière grecque, donc pour aller vers Thessalonique. Je me suis arrêté, je me rappelle plus du nom de la ville. Je le montrerai tout à l'heure parce que c'est une ville à la frontière juste au-dessus de la Grèce. J'avais vu une ferme à vendre à 6 000 euros. Il y avait une fermette avec 500 mètres carrés de terrain et à vendre à 6 000 euros. Alors, pourquoi est-ce que les prix de l'immobilier sont pas chers? C'est pas par rapport au coût de la vie, c'est surtout par rapport au fait que ces populations sont en totale décroissance. C'est des populations qui perdent beaucoup de leurs habitants, à tel point que même les gens qui sont propriétaires, ils fuient sans vendre leur maison. En Lettonie, quand j'étais sur la route pour aller vers Riga, je suis tombé au moins sur 4 ou 5 villages fantômes, des villages où plus personne n'y habite. Donc même l'église était en effondrement au milieu du village, il restait plus rien. C'était le silence. Donc voilà les solutions que moi je propose. Moi, j'aimerais bien aussi partir dans ces pays-là. Il y en a qui, eux, seraient plus axés au sud, donc notamment ce que disait Abou Ryan, la Sicile,
Majorque, Madère pour ceux qui aiment l'Atlantique. Il y a c'est vaste. Franchement, c'est vrai que Schengen, c'est vaste. J'ai pas tout parcouru et franchement, je crois que d'ici jusqu'à la frontière turque, il y a 2 jours de route déjà. Ça, je l'ai fait avec ma voiture, il y a 2 jours de route sans dormir. Ouais, il y a 2500 kilomètres jusqu'à Edirne en Turquie, à la frontière bulgare. Ouais, il y a 2500 bornes déjà. Donc, ouais, c'est énormément vaste. Les lois sont totalement différentes. Après, les opportunités économiques d'un pays à un autre, ils changent aussi en Europe. D'où le fait qu'ils ont fait une construction européenne, hein, c'est parce qu'ils savaient que chaque pays avait des affinités économiques différentes l'un de l'autre. Ils ont voulu tout mettre en commun pour favoriser les échanges. Donc c'était dans cet intérêt-là. Après, je dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont fait comme construction, mais je sais que le bon côté, ça a été cet intérêt-là de mettre en commun. Et en fonction de vos compétences, en fonction de ce que vous aimez au niveau du climat, de quelle population vous aimez bien, de quelle tradition vous aimez bien, de quelles lois vous vont les mieux pour vivre selon tel régime ou tel régime dans chaque pays. Et puis, vous pouvez essayer de choisir. Parce que ce que je constate, c'est que beaucoup de gens qui ont des titres de séjour, ils se démènent pour s'en sortir. Alors que eux, leur champ d'activité est beaucoup plus restreint que le nôtre. Je rappelle que quelqu'un qui a un titre de séjour ne peut pas travailler dans un autre pays. Quelqu'un qui vit en France avec un titre de séjour marocain, par exemple, ne peut pas travailler en Belgique. Et malheureusement, je vois beaucoup de gens qui ont la nationalité française. Et c'est une chance, hein, moi je le dis, être français est une énorme chance à ce niveau-là. Ils se plaignent, ils restent au chômage, ils disent oui parce que ma tête est trop cramée. J'ai dit mais quoi, comment ça trop cramé? Il me dit ouais parce que je suis un mec de cité. J'ai dit bah non, c'est parce que tu fous rien que tu trouves rien. T'as pas d'opportunité parce que tu te lèves pas pour les avoir. J'étais français, tu peux travailler même en Suède. Si tu veux, dès demain, tu appelles une boîte d'intérim en Suède, tu peux y aller. Je fais, il est où le problème? Moi, j'ai travaillé en Flandre, en Belgique plusieurs fois. J'ai des oncles qui travaillent au Luxembourg. J'en ai un qui est parti en Angleterre à l'époque où c'était encore dans l'Union européenne. On peut tout à fait chercher ailleurs. Et c'est ce que dit Abou-Ryan. Mais c'est vrai que beaucoup sont fichés S. Et là, c'est bien évidemment, en titre de séjour, vous êtes limité à Schengen, mais Schengen, c'est déjà extrêmement vaste. L'économie est extrêmement variée. Et même les niveaux de rémunération sont extrêmement différents d'un pays à un autre. Par exemple, après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez aller en Europe, si vous voulez être salarié, moi, un conseil que je vous donne, c'est d'aller en Europe du Nord. L'Europe du Nord, c'est les pays où les salariés sont mieux payés. Si vous allez en Finlande, en Suède ou au Danemark, en tant que salarié, vous allez très bien vivre. Par contre, si vous voulez aller vivre en Hongrie ou en Bulgarie, ne devenez jamais salarié là-bas. Vous allez vivre avec... en Hongrie, le salaire moyen, c'est 900 euros. En Pologne, c'est 1100 euros. Et en Bulgarie, c'est 500 euros par mois. C'est le salaire moyen de chaque pays, de ces pays-là. Par contre, si vous êtes Je vois bien entrepreneur, Jean-Louis habillé en viking en Norvège comme ça l'irait bien. oui, voilà. Ah, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est l'assimilation, c'est l'intégration, hein, c'est ça. Au moins, on pourra pas dire que c'est un grand remplacement. Donc voilà, si quelqu'un en pense quelque chose, il peut s'exprimer, m'envoyer une demande. Je vais regarder les demandes ici, de ce que vous en pensez. Si vous-même vous avez une expérience à ce niveau-là, j'ai invité le Gaulois à venir ici. À savoir que pour moi, il me reste 40 minutes parce qu'après, je vais devoir aller travailler. Mais je vous laisse tout à fait intervenir ici. J'ai pas d'invitation, ouais, demande pour intervenir. Voilà. Donc, si quelqu'un veut intervenir, il est le bienvenu. Sinon, ben, si personne, Abou Ryan, ben, je te laisse t'exprimer. Et les fjords de Norvège, je me suis trouvé une âme de viking. Je porte un casque et des grosses bottes. Et maintenant, je parle de Walhalla et de religion des Vikings. Je fais mon coming out. Oui. Ouais, pourquoi pas après la transidentité, ben, c'est une transidentité comme une autre. C'est la modernité, le progrès, comme on dit. Bon, si quelqu'un veut s'exprimer, vous êtes tous les bienvenus, hein. Écoutez, s'il y en a un qui veut nous contredire, il est le bienvenu aussi, tant que ça reste courtois,
tant que ça reste de manière polie, moi je suis tout à fait ouvert à toute discussion. Moi je ne suis pas un communiste, hein, j'enferme pas les gens dans les goulags dès qu'ils disent un truc qui me contredit, donc moi ça me va. Moi économiquement je suis libéral dans la pensée, enfin, je suis religieux certes, mais je laisse tout le monde s'exprimer. On peut pas mettre tout le monde d'accord sur tout, c'est impossible. Et si tout le monde était d'accord sur tout, ce monde serait bien ennuyant de toute manière. Ah, je vais quand même. Abouren, si tu veux t'exprimer, vas-y, ou bien je continue. Ça se passe comment? Bon, bah, je vais continuer. J'ai pas d'invitation encore pour l'instant. Euh, je vais continuer. Alors, moi, dans mon cas, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle au sein de l'Union européenne, par rapport aux élections, je vais revenir là, je reviens là-dessus. Beaucoup pensent qu'ils vont changer les choses, alors que l'Union européenne, en faisant le traité de Maastricht, c'est-à-dire le traité de la Constitution, ainsi que renforcé par le traité de Lisbonne que Nicolas Sarkozy a signé par pure trahison. Je rappelle que dans ces traités, tout est déjà inscrit de comment ça se passe au niveau législatif et en premier lieu au niveau de l'économie. Ce qui veut dire qu'un dirigeant français, un dirigeant polonais, il ne peut pas modifier, il est obligé d'adapter ses lois par rapport à ce que les directives ordonnent. Il faut savoir que dans le droit, il y a ce qu'on appelle des sources du droit. Dans un pays, tout au-dessus, on a la loi. Mais il y a encore au-dessus de la loi ce qu'on appelle les directives européennes qui sont encore au-dessus des lois de chaque pays. Si Mélenchon, par exemple, veut abolir le capitalisme, le grand méchant capitalisme, blablabla, il ne peut pas parce que la France, quand elle emprunte, elle est obligée d'emprunter sur des marchés financiers. Il y a ce qu'on appelle l'article 104 du traité de Maastricht qui interdit à chaque pays de battre monnaie. Au sein de la zone euro, chaque pays de la zone euro est soumis aux directives de la Banque centrale européenne, ce qui est Francfort. Je veux aussi ajouter, c'est anecdotique, mais je veux aussi ajouter un truc, là c'est vraiment symbolique, hein. Je rappelle que quand ils ont construit l'Union européenne, ils n'ont pas placé les institutions au hasard, je pense. Vous allez rigoler, mais la Banque centrale européenne, dans quel pays elle est située à votre avis? Elle est à Francfort en Allemagne. La Commission européenne, là, par où passent ses décisions et les négociations, ils se font à Bruxelles. Parce que tout ce qui est politique, c'est à Bruxelles, tout ce qui est économique, c'est en Allemagne. Et saviez-vous ce qu'ils ont laissé à la France? Vous voulez rigoler? Ils ont laissé le Parlement. C'est-à-dire qu'aux Français, l'Europe a laissé à la France que le blabla. C'est-à-dire que tout ce qui est blablabla, philosophie, oh là là, la liberté, blablabla. Les trucs qui ne servent strictement à rien, l'ont laissé à la France. Par contre, tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est gestion, la comptabilité dans une entreprise, c'est le comptable qui a le plus de pouvoir en vérité. L'économe, c'est celui qui décide. Si le patron va investir là, que l'économe dit non, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est l'argent. Et donc l'argent, où est-elle gérée? Elle est gérée à Francfort. C'est Francfort qui décide. Donc autrement dit, au sein de l'Union européenne, c'est l'Allemagne. L'Allemagne décide, la Belgique négocie, et la France, elle parle. Voilà ce que c'est l'Union européenne. Donc si quelqu'un, Bourayan pour l'instant, c'est toi. J'ai invité Gaulois, si tu veux t'exprimer, t'es le bienvenu. Assalamu alaikum, Gaulois. Donc vous pouvez vous exprimer comme vous. Ouais, je suis occupé avec les enfants, mais le seul qui pourra renverser toute l'Europe, c'est Cheikh Mélenchon. Tous aux Ouais, urnes! bah, Tous aux urnes! je vais laisser parler Venator. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je veux m'exprimer. Oui, bien Je sûr, t'es le prends le bienvenu. droit de m'exprimer, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, exprime-toi. Bonjour. Alors, je commence par bonjour, monsieur. Bonjour, téléspectateurs, Bon, auditeurs, auditrices, cachés et non cachés. bonjour monsieur, madame. Gentlemen Bonjour there, monsieur. ladies or gentlemen. Hello. Colonel, comment allez-vous? Colonel,
il est avec ses enfants, il pourra pas te Franchement, répondre tout de c'est suite. triste. C'est triste. Alors, le sujet, c'est quoi? C'est encore Mélenchon? C'est tout le prisme politique. C'est les gens qui croient à Mélenchon, les gens qui croient à Pat Barilla. Alors, C'est le qui titre, c'est Barilla? quoi? C'est Pat C'est qui Barilla Barilla? avec filet de merluchon accompagné de sauce Macron. C'est C'est le le plat meilleur. qu'on veut nous C'est le vendre. meilleur. Bah, c'est le meilleur plot, de toute Mais façon. ça veut dire que quoi qu'il Ouais. arrive, on aura un mix des trois qui va revenir à la même chose qu'avant. C'est ça, en fait, que ça veut dire. Bah, franchement, j'invite tout le monde à aller voter. Voilà, allez vous bousculer devant les postes de pilotage, quoi, de votage, et puis c'est tout, hein. Bah, de toute façon, tu leur dis vote pas, ils vont te dire je vais voter pour moins pire. Pourquoi tu vas te fatiguer? Faut y aller. Jamais. Alors, c'est quoi le moins pire, selon vous? Moi, selon moi, C'est le quoi le moins moins pire, c'est de voter Venatorus. Le moins pire, c'est de voter Alors, c'est qui, Venatorus. Senatorix? Venatorus, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, je sais pas si tu en as entendu parler. Non, pas du tout. Paul Prolomar. Est-ce que tu as entendu parler de Venatorus? Ben, c'est un candidat exceptionnel. Il vient, il balance des punchlines, il te les facture même pas. Il a compris la société, il comprend en fond et en forme. Alors, je t'invite à me suivre et je te le présenterai. Ok. Si t'as quelque chose d'un peu plus sérieux, ça serait pas mal, s'il te plaît, Venator. Je sais que chacun veut diriger à sa Est-ce que c'est façon, bon? mais moi, je parle ici Prolomar. En fait, moi, ce que je voulais à la base, c'était savoir de ce qu'on pensait de ce que moi je disais au début. Alors, je rappelle encore une fois, ce space est enregistré parce que j'ai beaucoup de connaissances qui voulaient venir mais qui ne peuvent pas venir. Donc, j'ai enregistré ça pour qu'ils sachent c'était quoi mon impression. Et au début, il y est. Ouais, Alors, moi, mon impression de ce que je disais, c'est que pour moi, la gauche est une escroquerie, tout comme les autres ouais. partis politiques. La gauche, elle est plus hypocrite que le reste, pour la bonne et simple raison que la gauche, elle cherche à siphonner des réserves électorales, notamment dans Oui, les quartiers, en particulier chez les Maghrébins musulmans. Pas dans le but, certainement pas dans le but de défendre nos intérêts, parce que de toute façon, moi je le dis à titre personnel, moi-même, je n'ai pas besoin d'être protégé par ces gens-là, mais dans le but d'être élu. ouais. De toute manière, la source du problème là-dessus, c'est que tous, ils veulent être élus non pas pour faire changer les choses, mais pour avoir leurs indemnités de députés, Mhm. pour toucher leurs 10 000 balles par mois, pour toucher les avantages. On sait tous très bien que quand un député termine son mandat, la plupart du temps, il finit dans une entreprise privée avec un bon poste. Pourquoi? Parce que tout son mandat, il a fait que suivre les lobbies qui leur ont dicté les amendements à émettre. Très clairement, Objection, moi je dis objection, oui. objection, votre honneur. Vas-y, qu'est-ce que t'es pas d'accord? Dis-moi. Objection. Vas-y, allez. Je crois que je t'entends pas du tout. Objection. 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 Euh, Je crois que si tu continues à manquer de respect dès que Prolomar. tu parles, je vais devoir te sortir du space. Quête, objection. Venator, je crois que je vais te sortir du space. Si c'est pour pas parler Objection. intelligemment, mais moi je te sors. Non, mais objection. Est-ce que tu peux. Je t'entends très très mal, Venator. Je t'entends très très mal. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas de réseau, mais je t'entends très très mal. Je suis dans la forêt. Je vais essayer de revenir là où j'étais avant, où j'entendais beaucoup mieux. Ah non, bah c'est lui qui a pas de réseau, je crois. Donc je vais continuer à développer. Attendez 2 secondes, je vais juste mettre en mode avion et je vais remettre la connexion pour voir si ça bug pas de mon côté non plus. Je crois que j'ai pas eu affaire à quelqu'un de vraiment sérieux, encore une fois. C'est un peu chiant, mais bon, on va continuer quand même à ce niveau-là.
Donc moi, alors objection, moi je veux bien, mais il faudrait peut-être penser à argumenter un minimum, je crois. Alors, si quelqu'un désirerait s'exprimer là-dessus, je suis en train de revenir là où j'étais parce que j'avais du réseau, là où je marchais avant. Et là, je reviens un peu sur mes pas. Donc, où j'en étais? Oui, par rapport à la construction européenne, qui est une arnaque, parce que les États européens ne peuvent pas décider à la place de la Commission. C'est la Commission qui a toujours le dernier mot sur tout. Donc moi, ça, je tiens tout à fait à le rappeler à tout le monde, que c'est pas parce que euh, un tel sort ça de son programme qu'il va pouvoir faire 100% du programme. Et surtout que légalement, au niveau de la loi, un candidat peut tout à fait désobéir à son programme politique. Il a tout à fait le droit de ne pas tenir ses promesses. Il n'y a aucune législation qui l'oblige à le faire. Parce que il y a pas de contrat, il n'y a pas d'huissier, il n'y a rien. Donc, c'est-à-dire qu'il peut dire ce qu'il veut. Le lendemain, il peut faire volte-face dès qu'il a le pouvoir. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, si quelqu'un cherche à s'exprimer, ben, qu'il vienne. Moi, je suis ouvert. Bon, quelqu'un veut s'exprimer? Moi, disons que je suis en promenade, là, j'attends qu'une personne fasse une demande. Moi, je suis ouvert, hein. C'est juste que, voilà, Venator, je ne sais pas pourquoi il n'est pas là d'être sérieux. Si quelqu'un n'est pas d'accord, au moins mais je veux quelqu'un qui s'exprime correctement, pas quelqu'un qui est là pour manquer de respect, s'il vous plaît. Bon, je vais terminer maintenant mon space parce que je vois qu'il y a plus personne. Donc, je vais reprendre sûrement un autre space en fin de semaine. Si d'autres personnes voudront me rejoindre, dans lequel je vais essayer d'arranger ça avec d'autres personnes qui voudront bien s'exprimer. Bon, c'est mon tout premier space que je fais ici sur Twitter, hein, j'en avais jamais fait auparavant. Donc c'est pour ça que je connais pas trop les fonctionnalités, je découvre seulement maintenant. Euh, donc je vais terminer ici par une conclusion. Alors je le répète, je crois que c'est la 4e fois que je le dis. Moi, j'incite, c'est pas je dis faites ce que vous voulez, moi j'incite les gens à ne pas voter. Ne croyez surtout pas que un homme politique en costard-cravate changera votre avenir. Ça, je le dis tout de suite. En tant que musulman, on doit placer notre avenir vers le Seigneur, vers le Tout-Puissant, vers le Créateur. Ce qui signifie tout simplement que c'est la spiritualité qui prime. Et en second lieu, j'estime qu'on devrait plutôt apprendre à se débrouiller de nous-mêmes aussi.
c'est-à-dire apprendre à avoir notre propre activité économique, à ouvrir nos entreprises, chose que je suis en train de faire actuellement. Essayer de se libérer du carcan du salariat. Pour ceux parce que beaucoup de gens disent qu'ils en ont marre du salariat, mais je pense que si vous en avez marre, le mieux c'est de s'en libérer petit à petit. On ne peut pas tout faire d'un jour au lendemain, ça c'est impossible. Et c'est-à-dire essayer de s'en sortir là-dessus. Faisons aussi en sorte que c'est pas les allocations, c'est pas les syndicats, c'est pas les partis politiques qui vont nous sauver, loin de là. Je comprends tout à fait, et moi ça c'est quelque chose que je ressens, que la France c'est un pays qui est devenu invivable à cause de son aspect socialiste, bien évidemment. Invivable dans le sens où on est le pays le plus taxé au monde. Je l'ai mis sur mon profil, ça, tout à l'heure. Donc, vous pouvez le voir hein, sur mes posts, sur mon compte pour le market. Vous verrez sur mes posts tout ce que j'ai partagé avant d'animer le space. Le pays le plus taxé au monde, avec une certaine hypocrisie, c'est que les mêmes qui vous disent qu'il faut répartir les richesses, c'est les mêmes qui font partie d'une caste bourgeoise. C'est pour la bonne simple raison que ces gens-là ne veulent pas que vous vous enrichissez, ils ne veulent pas que vous vous émancipez. Ils veulent que vous soyez dans la confrontation permanente, mais sous leur autorité à eux. Moi, je suis pour une certaine forme d'émancipation, et surtout en premier lieu de la gauche, c'est-à-dire ni gauche ni droite, la spiritualité d'abord et l'argent ensuite. C'est ça, moi c'est ça mon slogan. Travaillons, essayons de créer nous-mêmes nos richesses, apprenons-nous la débrouillardise, arrêtons avec l'étatisme, parce que l'étatisme c'est une pieuvre avec des tentacules qui broient chaque personne de la population, qui te dit à quelle heure bientôt tu vas te coucher, à quelle heure bientôt tu dois te lever, à quelle heure tu dois faire ça. Faut faire 36 papiers bientôt même pour... Je rappelle quand même que l'État français, c'est l'État qui nous a demandé un bout de papier pour se balader dans les bois quand il y a eu le confinement. C'est ça l'étatisme. Si vous voulez plus d'État, allez-y, mais il faudra en assumer toutes les conséquences. Si vous voulez que l'État vous dise levez-vous à 8 heures, comme en Corée du Nord où ils mettent des haut-parleurs à 6 heures du matin pour que tout le monde se lève, allez-y. Mais en aucun cas, vous n'aurez le droit de vous plaindre pour moi. En aucun cas, vous n'aurez la légitimité de vous plaindre. Donc apprenons donc l'émancipation, moi c'est tout ce que je peux dire. Et l'émancipation sans la violence, sans la confrontation. Le frère Abouren tout à l'heure l'avait très bien expliqué. Il faut que nous lisons des livres, que nous nous cultivons, que nous nous informons. C'est ce qu'il y a de plus important. Et chers frères, chères sœurs, salam à tous. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Et au prochain space. Au revoir. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.